Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Océane. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Curl Talk. Curl Talk a pour but de mettre en lumière des personnalités publiques afrodescendantes de tous les domaines afin de vous faire découvrir leur parcours de vie sous le prisme de leurs cheveux. Vous l'aurez compris, ici, on met en avant des personnalités et des sujets qui ne sont pas assez représentés dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, je suis avec Élodie Arnoux, humoriste solaire qui n'hésite pas à raconter le parcours que beaucoup de femmes ont vécu à travers la grossesse et le rôle de maman. Elle ne mâche pas non plus ses mots pour pointer du doigt le patriarcat et toutes les injonctions qui pèsent sur les femmes. Elle nous fait autant rire sur scène que dans ses livres ou bien sur les réseaux sociaux. Elle est d'ailleurs en tournée pour son spectacle En rodage jusqu'en mai 2026. Ce qui est sûr, c'est que cette boule d'énergie n'a pas fini de faire parler pour la bonne cause. Salut Élodie. Salut. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien? Comment est-ce que ça s'est passé hier soir à la Cigale? C'était incroyable, c'était trop bien quoi. C'est une super salle. Il y avait 900 personnes, mais ils sont tous proches, donc super ambiance, vraiment un petit chaudron quoi. Tu réalises? C'est... Parce que c'était à peine il y a quelques heures pour faire un petit peu le contexte à ceux qui nous regardent. D'où les cernes, mais c'est très frais. C'est très frais. Il est très tôt, on est dimanche matin, donc je suis hyper ravie vraiment et très touchée que tu aies fait le déplacement pour venir ici dans Curl Talk. Merci. Avant de commencer l'émission, je tenais à remercier le salon de coiffure Bar à Boucle qui permet de faire en sorte qu'on puisse tourner un nouvel épisode aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager, à vous abonner afin qu'on puisse faire davantage de contenu. Ça démarre tout de suite. Dans l'émission Curl Talk, je demande à mes invités de se présenter de la façon dont il ou elle le souhaite. Okay. Donc c'est ton moment. Alors je m'appelle Élodie Arnoux, je suis auteure humoriste et voilà, ça résume un peu tout. Ok. Et justement, afin qu'on puisse un peu plus te connaître davantage, dans l'émission Curl Talk, on commence toujours par l'enfance. Ok. Et j'aimerais un petit peu que tu te remémores de cette période-là, en commençant par nous dévoiler, par exemple, est-ce que dans ta famille, le cheveu naturel était quelque chose au centre? Est-ce que c'était quelque chose qu'on mettait en valeur? Est-ce qu'on savait s'en occuper? Est-ce que toi, tu étais consciente que tes cheveux étaient différents des autres à cette période-là? Moi, je sais que... ça, c'est en voyant les photos, mais je sais que quand j'étais petite, jusqu'à l'école, j'avais mes cheveux naturels. Ma mère me les coiffait. Même, elle aimait bien le côté un peu mousseux. Elle aimait bien quand c'était un peu mousseux, donc elle me les peignait même. Mais en fait, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça cool, en fait. Je trouve ça joli. Quand je vois les photos, je me dis, c'est joli, les cheveux comme ça aussi. Et c'est pour ça que je suis pas une accro de la définition. Ouais. Et en fait, quand je suis rentrée à l'école, directement, ma mère m'a fait des tresses. Et elle me lissait, j'avais une frange. Ne faites pas des franges à des enfants qui ont le cheveu bouclé. Elle me faisait une frange et elle me lissait tous les matins pour l'école. Et déjà, vraiment, c'était toute ma primaire. J'avais cette tête-là, quoi. J'avais une tresse ou deux tresses avec une frange, quoi. C'était... Et là, j'ai quelque chose qui me vient. Est-ce que ta maman, elle avait aussi le même type de cheveux que toi? Ma mère, elle a les cheveux un peu plus lisses, mais bouclés aussi, mais elle se les lissait tout le temps. Ma mère se lissait tout le temps les cheveux, et moi, j'avais plus les cheveux comme mon père. Ok. Ma mère a plus les cheveux bouclés, ondulés, et moi, je les ai vraiment frisés, et oui, ma mère, par contre, elle savait s'en occuper, mais c'était plus pratique, et du coup, pour l'école... Vraiment, j'avais les cheveux tressés, deux grosses tresses ou une grosse tresse. Du coup, les cheveux étaient déjà tirés. les cheveux étaient déjà tirés. Et donc, le matin, c'était plus simple de faire une natte et de partir comme ça à l'école, quoi. Ok. Et est-ce que tu dirais que pendant l'enfance, est-ce que tu les assumais ou est-ce que juste tu conscientisais pas le truc? Je crois que je conscientisais pas le truc. Ok. Je sentais qu'il y avait un côté pratique pour ma mère. Mm-hmm. Et puis... Mais du coup, le côté frange, ça faisait juste que dès qu'il pleuvait, je paniquais, quoi. Je me disais, oh non, je vais me retrouver avec la frange comme ça. Okay. Donc, c'était vraiment le truc, tu te mets des petits bâtons dans les roues, t'es pas tout le temps sereine. Dès qu'il pleut, t'es là, oh non, ma frange peut se mouiller, sinon ça ne ressemblait à rien, quoi. Ouais, je pense que beaucoup, en tout cas, se reconnaîtront dans ce que tu es en train de dire. Et je me reconnais aussi, parce que j'ai eu cette phase-là, mais plutôt à l'adolescence. Ouais. Et quand tu étais ado, est-ce que tu continues encore de faire cette fameuse frange? Est-ce que tu as expérimenté d'autres choses?
Est-ce que tu n'as pas peut-être souffert de certaines injonctions concernant tes cheveux, ouais. ta couleur de peau, le fait d'être une femme, ton rapport au corps? Si, bien sûr, ben, déjà, enfin, à l'époque, le cheveu naturel, c'était vraiment pas quelque chose d'accepté. Moi, je me rappelle, des fois, je venais avec mes cheveux naturels, ben, les gens te touchent les cheveux, te disent: «Ah, c'est marrant, on dirait de la moquette, on dirait un micro». Donc, on parlait dedans. Et du coup, très rapidement, après, au collège, moi, j'ai commencé à faire des défrisages. J'ai lissé mes cheveux pour avoir ce côté lisse tout le temps et pour plus paniquer sous la pluie. Donc, j'avais des défrisages atroces, là. Je me rappelle, tout le monde avait ces espèces de coffrets. Toutes mes copines noires avaient ces coffrets avec une petite fille comme ça, avec, je sais pas avec les cheveux défrisés et une Oui, espèce de oui, frange. oui, Vraiment, tu oui, sais, il y avait une oui, espèce d'énorme rond, une coiffure qui n'existe que dans les séries américaines, quoi, vraiment. totalement, totalement. Comment ça s'appelle ces boîtes? C'est les peaux Dark and Lovely. Dark and Lovely. Ils nous Et ont traumatisés, ouais, ceux-là. ouais. Il y avait même les colorations après. Et donc, ouais, j'avais ce truc-là. Je me faisais des défrisages. Et vraiment, jusqu'à un moment où j'avais genre perdu mes cheveux, mais ils étaient abîmés. Ils n'étaient pas sains du tout, quoi. Mais vraiment, je voulais gommer ce truc-là en disant c'est plus joli, c'est plus rangé. Parce que, évidemment, le cheveu bouclé, c'est fait à quelque chose un peu où tu t'assumes. Et donc, à cet âge-là, voilà, tu sais, je me Est-ce que dis. tu voulais te fondre un petit peu dans la Exactement, masse? je voulais ouais, exactement, je voulais pas trop sortir des rangs. Puis ouais, au collège, ouais, c'est vraiment le moment où tu te fais bully, quoi. Tu as des trucs, dès que tu es un peu différent. Déjà que si t'avais pas les, tu sais, genre, si tu avais un uniforme un peu différent Ah, des bien autres, sûr. on pouvait se foutre de ta gueule. Alors, si tu avais les cheveux bouclés, alors que tout le monde a les cheveux lisses, c'était l'époque aussi où c'était la grande mode avant la frange comme ça, la lissée, Ouais, plaquée devant, ouais, la frange partait de là, ça n'avait pas de sens. Elle relait ouais. jusqu'ici, c'était plaqué au max. Bon, moi, c'est marrant parce que j'ai un gros front. J'étais là, très très bien cette mode. Mais c'était vraiment cette mode-là. Et ouais, du coup, enfin, les cheveux bouclés, quoi. Le seul moment où vraiment j'avais pas les cheveux bouclés, je me faisais des plaquages. Donc j'avais les cheveux avec la grosse brosse, là, avec ça, Ouais, tu ouais. peux peigner un poney. Et je me plaquais les cheveux. Je faisais un gros Vers chignon l'arrière, bien ouais. plaqué. Genre, j'étais comme ça, impeccable. Je vais Lifting. pouvoir aller en cours. J'ai un peu mal à la tête, mais ça vaut le coup d'avoir l'air bien rangé. Et Mm. ça, ou alors j'avais un peu les cheveux bouclés derrière, mais vraiment bien tirés. Ouais, Enfin, toujours. toujours, en Ouais. fait, il fallait pas que ça Pas de dépasse. volume, Il n'y avait pas de volume, pas surtout un pas. frisottis. Pas un Ouais. frisottis. Même quand j'avais les cheveux bouclés, j'utilisais une mousse boucle. Et donc, Oui. vraiment, les cheveux étaient. Il y avait une max de Mm. définition. Et les cheveux, vraiment, la DA, c'était. Ça ne bouge Bougez pas. pas. Ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y avait du vent. Voilà, ça restait comme ça. Tu m'appelais. J'avais une espèce de casque autour de la tête. Je pouvais vraiment avoir un accident de voiture. C'est Mais du non. béton, quoi. Je pouvais pas. Ça ne bougeait pas de la journée. J'avais la Mm. mousse boucle avec les cheveux bouclés. Donc là, c'était vraiment. Il y avait une notion de dompter vraiment les Mm. cheveux naturels. Et donc, il n'y avait pas le moindre défaut. Très bien Mm. défini, la boucle comme ça. Enfin, voilà. Et comment est-ce qu'on passe d'une jeune fille qui ne veut pas sortir des rangs à une magnifique jeune femme qui foule plein de scènes françaises avec ses cheveux naturels et qui n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est? Ben moi, en fait, c'est marrant parce qu'en plus, j'ai juste rencontré une femme qui avait ses cheveux naturels et je la trouvais tellement belle avec ses cheveux naturels. Et en plus, c'était ma prof de théâtre à Marseille et elle avait une espèce de grosse chevelure volumineuse. Bon, elle était pas noire, hein. Bah, elle était maghrébine, moitié en fait métisse, c'était moitié italienne, moitié tunisienne. Et elle avait cette chevelure. Et en fait, je la voyais, je me dis, mais en fait, c'est trop con, quoi. Parce qu'à l'époque, je bossais, donc pareil, tu fais ton entretien d'embauche, Mm. les cheveux plaqués, les cheveux lissés. J'allais au travail, bon, alors, je me réveillais toujours à 5 minutes du départ, donc j'avais pas le temps de me lisser. Mais voilà, je me faisais un chignon bien plaqué pendant d'aller au travail. Mhm. Et cette prof de théâtre, je la voyais avec ses cheveux et je la trouvais magnifique. Et je me disais, mais ouais, en fait, pourquoi tout ce travail, cette transformation de mon cheveu alors que je peux juste le porter naturel avec du volume et ça peut être trop beau, quoi. Donc à partir de là, vraiment, je l'ai vu. Comme quoi, c'est hyper important la représentation. Mais Mhm. je l'ai vu, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Et tout de suite, je me suis dit, bah, vas-y, je lâche mes cheveux, je les laisse vivre. Et en plus, tout de suite, tout le monde dit, ah, ça t'a des beaux cheveux. Bon, alors tout de suite, il y a tout le temps un moment où il y a quelqu'un qui vient foutre
sa main dans tes cheveux. On n'en peut plus. Parce qu'il n'y avait pas encore à l'époque, maintenant, heureusement, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui viennent dire arrêtez de nous toucher les cheveux. Il y a des filles sur scène qui viennent dire arrêtez de nous toucher les cheveux. Donc, ça commence à rentrer dans la tête qu'il ne faut pas toucher les cheveux, même si bon, il y a toujours quelqu'un qui vient de tirer une boucle. Je sais pas quoi, on dirait que ça doit être des aimants à la main. Ouais. Mais voilà, c'était vraiment ouais, c'était plus accepté. Et même, du coup, j'ai trouvé ça top d'avoir ses cheveux comme ça, quoi. Donc ouais, c'était la représentation et le fait de trouver quelqu'un à peu près mon âge avec ses cheveux naturels et de la trouver super belle, super assumée, avec son caractère et tout ça. Je me dis, ah, c'est trop bien, quoi. Et je l'ai dit tout à l'heure, t'es maman. Oui. Et est-ce que tes enfants, ils ont les cheveux bouclés? Ben pas non, pas mon fils. Ok. Mon fils a les cheveux super lisses et ma fille, par contre, a les cheveux bouclés. Et du coup, bah, moi, je prends soin de ses boucles, je la coiffe avec ses boucles et tous les matins. Bon, alors j'ai un truc pour la voir, c'est que je dis on te fait belle, Anna. Donc elle est là, belle, belle. J'adore. Sinon, elle déteste quand je la coiffe. C'est vraiment, au début, c'était vraiment un truc. Et en même Ouais. temps, je me dis c'est cool qu'elle soit contente d'avoir ses boucles et qu'elle se trouve belle avec ses boucles et que je lui dise tous les matins en la coiffant que t'es belle. Quand j'essaie de démêler ses cheveux qui sont emmêlés dans la nuit. Mais voilà, c'est. Ouais. Et puis en fait. En plus, ce truc-là, je croyais que ça prenait beaucoup plus de temps de s'occuper des cheveux bouclés. Mais en fait, non, quoi. Ma fille, faut juste avoir un vaporisateur Les bons produits. Et les bons produits. Les bons objets. Et les boucles tiennent longtemps. Quand c'est le matin, tu t'y réfléchis, quand si jamais c'est vraiment trop emmêlé, parce qu'elle, comme elle dort, c'est un bébé, elle dort et vraiment elle fait ça toute la nuit. Donc le matin, t'as une énorme dread à l'arrière. Donc il faut un peu démêler, mais ça prend pas beaucoup plus de temps. Donc, ouais, la légende que je croyais toute mon enfance de les cheveux bouclés, c'est chiant, ça prend du temps. Enfin, non, pas plus que lisser et faire des tresses et faire des brushings sur la frange de devant. Beaucoup moins de temps que ça, quoi. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus à ton parcours professionnel. Oui. Et il me semble que la première scène que tu as connue avant de fouler les scènes en tant qu'humoriste, c'est les scènes de spectacle de danse. Oui. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. J'ai fait mes petites recherches, j'ai vu ça et je me suis dit, tiens, je savais pas qu'elle était danseuse fut un temps. Et j'aurais aimé savoir, est-ce que ça t'a donné le goût pour la scène, de façon générale? Oui. En fait, moi, j'aime bien... Ouais, la danse a toujours été ma première rencontre avec la scène, effectivement. L'humour, c'est vraiment ce que j'adore et ce que je ferai, je pense, toute ma vie. La danse, c'est aussi un art que j'adore. À la maison, on est toujours en train de danser. Mon chéri, on s'est rencontrés aussi pendant les cours de danse. Enfin, on s'est rencontrés à l'école d'ingénieur. Mais on était vraiment passionnés de danse et on allait voir des concours de danse. Hier, à mon spectacle, il y avait le fondateur du Juste Debout. C'est vraiment les premiers concours de danse qu'on allait voir il y a 20 ans maintenant. Arrête de dire ça, c'est horrible. Mais voilà, il y a 20 ans de ça, on allait voir ces concours de danse, on adorait. C'est un truc qui nous a vraiment rassemblés. Et oui, c'est vraiment le premier truc que j'aimais, que j'adorais. Et là aussi, au cours de danse, il y avait quelques danseuses avec qui je prenais des cours. Il y a 20 ans qui avaient un peu leurs cheveux naturels, mais c'était pas la même nature de cheveux que moi. Du coup, je me disais, est-ce que ça ferait pareil avec moi, etc. Donc, ma première passion, c'est la danse. D'ailleurs, la danse, il y en a toujours dans mes spectacles. Voilà, c'était un peu le secret, parce que sur mon premier spectacle, ça venait avec une surprise. Je voulais garder cette surprise, donc les gens croyaient qu'ils venaient voir juste du stand-up, et donc après, c'était un vrai show. Et moi, j'aime bien toujours mettre un peu de danse dans mes spectacles. La danse, Et donc, on sait aujourd'hui que tu es humoriste. Oui. Et est-ce que le rire, c'était la base dans ta famille? Oui, ouais, tout à fait. Ouais, on est une famille où l'humour, on communique vraiment par l'humour. Même quand on est triste, on se dit des choses. Il y a toujours une blague. Et du coup, moi, je trouve ça bien parce que du coup, tu peux tout dire en fait. Tu peux vraiment. C'est plus cool d'entendre un mauvais message enrobé dans une blague, dans un truc de hey, je te dis ça. On rigole, mais je te dis ça quand même. Ouais, c'est. Et puis même, du coup, moi, par exemple, pour apprendre des leçons, je faisais des blagues. Enfin, c'était vraiment une façon de communiquer. Et puis même quand on est triste, on trouve toujours un moyen de rigoler. Dans notre famille, il y a eu beaucoup de décès, parce que dans ma famille, on est une grande famille et on trouve toujours un moyen de rigoler aux enterrements. Donc ouais, c'est un truc qui nous rapproche, qui nous rassemble. C'est vraiment une façon de vivre pour nous, quoi. Et tu l'as pas forcément mentionné tout à l'heure, mais tu es de quelle origine, Mélodie? Je suis d'origine malgache. Ok. Ouais, je suis d'origine malgache. Et est-ce que tes origines
c'est quelque chose d'important pour toi aujourd'hui? Bien sûr, ça fait partie de ma culture. Moi, je n'ai mangé que du riz toute mon enfance. Voilà. Et quand je mange pas du riz, alors mon mec s'est habitué, mais quand je mange pas du riz assez régulièrement, bon voilà, comme les Pokémon, je dépéris. Donc non, non, c'est vraiment, j'ai grandi dans cette culture-là. Mes parents, mon père est franco-malgache, c'est un métis, et ma mère est malgache. Et en plus, le peuple malgache, c'est un peuple qui est un mix entre plein de migrations, flux migratoires différents. Il y a des flux migratoires européens, mon père qui est franco-malgache, il y a et en fait, même, j'ai fait des tests ADN, il ne faut pas faire ça, mais j'ai vu qu'on est même danois. Je me dis, qu'est-ce que Oh ça waouh! Ouais, c'est vraiment, C'est fou. c'est la salade de fruits du monde. Voilà. Il y a toutes les origines. Il y a, euh, il y a le flux de migration asiatique, et ma mère ressemble, quand on la voit, on dirait une Vietnamienne ou quelqu'un un peu de Thaïlande. Donc elle a pas vraiment, elle a l'air un peu asiatique, mais asiatique bronzée, avec les cheveux pas totalement, les yeux pas totalement tirés. Moi j'ai un peu les yeux tirés aussi. Mes enfants ont vachement les yeux en amande aussi. Mes enfants ont vraiment des Eurasiens. Donc, ma fille est une Eurasienne avec les cheveux bouclés, donc ça n'a pas de sens. Mon fils a les cheveux lisses, donc vraiment on dirait un Eurasien. Mais ma fille avec les cheveux bouclés, donc elle me dit bah, étrangement, éthiquement étrange cet enfant. Mais voilà, c'est un mélange de cultures. Et oui, on allait, quand on était gosse, on allait tous les 2 ans à Madagascar. Et à Madagascar, les cheveux bouclés, c'est les cheveux de sorcière dans la culture des gens qui sont asiatiques. En tout cas, quand j'étais jeune, c'était un peu ça. Maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Pareil, il y a eu un travail parce que je pense que la colonisation a fait qu'on on a dit il faut dompter ses cheveux. Et en plus, comme il y a des flux migratoires différents, il y a vraiment une population sur le plateau malgache qui a vraiment les traits asiatiques. Donc vraiment, ils ont les traits et les cheveux lisses. Et du coup, quand des fois, tu étais quelqu'un avec un peu de mix, et des fois, tu as une sœur qui sort avec les cheveux bouclés, et du coup, c'était les parents malgaches, non pas mes parents, mais les parents malgaches, parfois, voulaient vraiment lisser ces cheveux-là, et passer un temps fou à vouloir lisser les cheveux. Et même moi, j'ai entendu dire, oui, les cheveux de sorcière, les cheveux bouclés, les cheveux comme ça, c'est en pagaille, c'est négligé, voilà. Il y avait encore ce discours-là, mais c'était plus, tu vois, le côté un peu asiatique de la population malgache qui ont ces trucs-là. Et puis, sur les côtes malgaches, ouais, en plus, sur le sud malgache, c'est plus indo-pakistanais, donc tu avais les gens qui avaient les cheveux lisses. Et le nord de Madagascar, c'est la migration africaine. Donc là, les gens avaient des gros belles afros. Et donc mon père est là-bas, c'est un franco-malgache du nord, donc il a les cheveux afro, mon père a les cheveux afro. Et quand j'allais chez lui, il y avait vraiment des femmes, voilà, des représentations avec les cheveux afro, mais elles avaient les cheveux vraiment crépus. Moi, mon cheveu, il est mi-crépus. Oui, enfin très bouclé même, je dirais. Ouais, très bouclé. Mi-frisé, il y a de tout. Hein. Donc là c'est lisse, là-dessous c'est très bouclé. Différentes textures. Et voilà, des fois c'est crépus, c'est la beauté crépus là, voilà. Et, et, et ma mère était plus du flux migratoire asiatique, mais je pense qu'il y a un gène qui traîne. Elle a les cheveux bouclés, mais ondulés. Ondulés plus, ouais. Ondulés, ma mère a les cheveux ondulés. Et donc elle, ouais, toute son enfance, elle a lissé ses cheveux. Et de temps en temps, elle se prenait. Alors, quand c'était la mode des années 80, années 80, je crois. Années 80, je retrouvais des photos, elle avait les vestes carrées comme ça, les cheveux bouclés, mais pareil, il y a définition au max, et tu sais, presque huileux. Il y avait ses cheveux un peu. Un peu curly, oui, il y avait la mode d'un. Curly wet, un peu, voilà. Oui. C'est le seul moment où je l'ai vue avec les cheveux bouclés, et après, elle a relissé très longtemps. Et maintenant, elle assume son cheveu naturel, donc elle met des produits, mais pas trop. Elle laisse dire son cheveu. Ouais, c'est cool. Trop bien, c'est que tu as dû impacter aussi peut-être d'une certaine façon. Je pense, ouais, puis moi en plus je suis grave la militante des cheveux bouclés, là, je suis là, mais arrêtez, enfin, vos cheveux sont plus sains, etc. Donc ouais, ma soeur s'est convertie, ma soeur elle a les cheveux, elle est des anglaises, donc elle a les cheveux magnifiques. Entre ma mère et moi, ma mère aussi commence à assumer ses cheveux bouclés, et elle avait les cheveux bouclés, elle était trop belle, donc c'était cool, quoi. Et je vais revenir à quelques propos que tu as pu dire tout à l'heure. Tu disais que tu as pu te servir du rire aussi bien pour annoncer des bonnes nouvelles que des mauvaises nouvelles. Et du coup, je vais te poser la fameuse question. Selon toi, est-ce qu'on peut rire de tout à l'heure où certains défendent leurs valeurs racistes, misogynes, validistes, homophobes, sous couvert du rire et de la liberté d'expression? Alors, moi j'ai un avis nuancé là-dessus. Les blagues, vous pouvez faire les blagues de tout, il n'y a rien qui est interdit. Par contre, c'est éthiquement, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que des gens... comme Michel Leb, qu'on embrasse,
bien fort. Moi, je l'embrasse pas. Ou Vincent Lagaffe. Mes amis, tu sais, ils ont niqué notre enfance, quoi. Ouais. Vraiment, tu sais, la Zoubida, des trucs comme ça, ou Michel Leb, ce sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Mais ça nique les enfances des enfants, des petits. Donc vraiment, en vrai, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux encore appuyer sur les moqueries qui pèsent déjà sur les enfants racisés, arabes, asiatiques, noirs? Est-ce que tu veux faire ça? Ou est-ce que tu veux apporter un autre angle et être un peu original? C'est juste ça en fait, parce que et en plus souvent il y en a, j'en ai parlé dans un autre podcast qui parlait d'humour, mais souvent quand il y a quelqu'un qui va arriver te faire une blague, haha, tes cheveux on dirait de la moquette de la SNCF, hilarant. Donc déjà moi c'est des blagues qu'on a entendues 400 millions de fois, donc vraiment je vais pas rire parce que le rire vient de la surprise, et en termes de surprise on n'est pas là, c'était vraiment la 13e personne à me faire cette blague-là, Jean-Michel. En fait, l'humour, c'est pas que l'humour. Quand tu vas dire, franchement, arrête, quoi, franchement, on va dire, t'as pas d'humour, t'es pas rigolote. Je fais, bah non, mais c'est juste que c'est nul. J'ai entendu déjà 1000 fois. Et en fait, c'est relou, quoi, c'est chiant. Et en général, on va te dire, oui, ça va, c'est que des blagues. Ben non, c'est pas que des blagues. En fait, les blagues ont un impact sur la vie des gens. Déjà, dans l'enfance, ben voilà, c'est relou, quoi. Et vraiment, c'est de l'usure. Moi, tu sais, c'est aussi ça, la charge raciale, c'est de l'usure. C'est de voir... Parfois, tu veux paniquer l'ambiance, tu fais... Excellent. Et pour paniquer l'ambiance, mais en vrai, t'as envie de dire, mais nique ta race, quoi, c'est chiant. Pardon, j'ai beaucoup de gros mots. Non, si je me sens ne t'inquiète pas. Et quand t'es adulte, eh ben, y a une étude qui est prouvée, qui montre que, par exemple, l'humour, pour sortir du racisme, mais l'humour sur les blondes, voilà, donc l'humour misogyne, qui font passer les blondes pour les teubés, combien de font de blondes pour changer d'ampoule, une qui tient l'ampoule, une qui tourne la chaise, bon bref, des trucs comme ça. Combien il faut de blondes pour changer en fait, qui font passer les blondes pour les teubés, font que les femmes blondes, par exemple, sont moins embauchées pour des postes d'ingénieurs ou des postes intellectuels, de salariés intellectuels, par exemple, parce qu'il y a cet a priori qui plane dans les conscients des recruteurs. Moi, quand j'ai bossé en tant qu'ingénieur, je sais, c'est impressionnant, j'ai bossé en tant qu'ingénieur, et ben mon chef, à l'époque, me faisait plein de réflexes racistes, genre ah bah t'es à l'heure, genre t'es jamais en retard, toi de toute façon toi t'es à la cool, tu adores Bob Marley. Je déteste Bob Marley, je déteste le reggae. Je trouve que c'est toujours le même rythme, c'est pas du tout ma culture, et je trouve que c'est toujours poum poum cha cha poum poum cha cha. On dirait le maître Gims de la Jamaïque. Il y a qu'un seul beat depuis le début, donc vraiment je n'aime pas le reggae, et il arrêtait pas de me dire des trucs comme ça, genre ah ça c'est étonnant, c'est hyper carré. Bah ouais, non mais en fait ingénieur je suis carré, et ouais il y a pas de... D'ailleurs, les gens qui bossent avec moi en tant qu'artiste sont étonnés, genre, t'es hyper carré? Oui, je suis une psychopathe. Et c'est pas parce que je suis noire que je suis détente, quoi. Non, ouais, c'est... Et en fait, ouais, ça impacte ta vie. Les noirs, on va passer pour des gens un peu je m'en foutisme, hors retard, etc. Alors que non, on est hyper carré, et du coup, ça a impacté mes augmentations parce que lui avait ce gros préjugé dans la tête. Donc ouais, l'humour... Donc on peut rire de tout, t'as le droit de faire toutes les blagues que tu veux, rien n'est interdit, sauf... être vraiment raciste, etc., c'est un délit, c'est pas une opinion. Quand on est sérieux sur ce truc-là, quand on fait des blagues, c'est la justice de trancher, si tu fais des blagues, tu as le droit de tout dire. Et il y a plein d'humoristes qui font des blagues border, limite, j'en connais plein, même plus. Moi en tout cas, je connais plus d'humoristes qui font des blagues comme ça, donc on ne peut pas dire que c'est interdit, que des humoristes qui font des blagues progressistes, ou qui essayent de se moquer de ceux dont on ne se moque jamais, les puissants, les blancs, les hommes, etc. Je sais qu'on va voir dans les commentaires, oh, puis ça fait de la peine. Oui, mais alors nous, franchement, on a soupé. Clairement. Et puis en plus, le seul truc qui les font chier, c'est que maintenant, on a le droit de répondre. C'est ça qu'on fait. Ouais. C'est ça qu'on... Nous, on a arrêté, parce que nos parents immigrés ici se sentaient un peu genre redevables, alors qu'ils ont été vraiment... mon père franco-malgache aurait voulu, quand je lui ai dit, il aurait voulu grandir à Madagascar, mais il y avait besoin de main-d'œuvre en France pour travailler à Michelin, tu vois, pardon. Il travaille à Michelin. Ou voilà. Donc en fait, ça a arrangé, l'immigration a arrangé dans les années... mon père a immigré dans les années 75, je crois. Okay. Ça les a arrangés en fait à ce moment-là. Et lui, il aurait préféré resté à Madagascar, franco-malgache, il était riche là-bas. Et ici, il venait, il était un immigré, quoi.
vu comme un immigré. Parce que mon père était métis franco-malgache, mais très noir. Et, et du coup, nos parents disaient rien. Notre génération, on dit, bon, tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes avec tes blagues à la con. Ça fait la 5e fois que j'entends aujourd'hui. Et ça, c'est ça qui ne plaît pas. Ouais, c'est ça on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire sans que nous, on vous dise que vous nous faites chier. Mais si, vous pouvez encore dire. Et on va du coup continuer un petit peu à évoquer ce thème-là. Oui. Est-ce que c'était facile, j'ai déjà un peu la réponse, mais d'évoluer dans le monde du stand-up qui met en lumière des personnalités fortes, comme tu le disais tout à l'heure, souvent masculines, avec une pression forte du résultat aussi. Oui. Et comment est-ce que tu as pu te faire ta place dans ce milieu ? Moi, j'étais pas à Paris. Donc, j'ai eu la chance de ne pas trop, je dis pas trop, parce qu'on le sent quand même, sentir tout ce qui peut être une femme dans le milieu du stand-up. Parce que être noir, je l'ai moins senti. En fait, un peu être noir, tu le sens moins dans le milieu du stand-up, parce que c'est une culture un peu urbaine, un peu comme le rap. Par contre, on sent une espèce de plafond de verre quand il suffit d'accéder à des médias plus mainstream, plus globaux, plus grand public. On sent que, moi, je suis rarement invitée par des gros médias, alors que mes copines qui sont au même niveau d'avancement, eux peuvent avoir. Donc c'est un peu chiant des fois, tu vois. Tu dis, je vois vraiment tout le monde te passer devant. Ouais, moi, tu vois, genre. Ah ouais ? Jamais contacté, jamais ils ratent, ils savent pas ce qu'ils ratent. Nous, pas ici, on est très contents. Mais voilà, c'est juste, tu te dis, pourquoi ? Et donc, juste interroge. Donc, c'est ce côté-là, en fait, professionnellement, que j'ai senti juste en tant que noire. Je me suis dit, t'es acceptée dans le milieu du stand-up en tant que noire, sauf qu'il y a un moment où t'as un plafond de verre quand il faut arriver au mainstream, au grand public. Parce que tu vois, moi, même j'avais des attachés de presse qui me disaient, non, ça coince, quoi. Ils veulent pas, enfin, ils ont d'autres choses, ils ont d'autres programmations, etc. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, je me dis, bon, il y a quand même un lien avec pas mal de mes copines racisées. Ou alors, une fois, on m'a invitée sur un média, mais j'ai senti que c'était vraiment pour faire des blagues de Nord. J'ai senti ce truc-là, donc j'y suis pas. Et après, parce que oui, voilà, c'est franchement, je vais pas te dire tout ça, pour après faire vraiment, faire l'accent. La cohérence et faire l'accent africain. Ouais, et dire ma mère, elle me tapait, ma mère me tapait jamais, tu vois, il y aura des blagues comme ça. Par contre, en tant que femme, là, tu sens que, moi, quand j'ai commencé le stand-up, vraiment, en plus, déjà, le physique, moi, je rentrais, à un moment, j'avais un truc où je me retournais sur scène, donc j'étais de dos, et une fois, j'étais mortifiée, une de mes premières scènes, j'entends... Donc je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc les gens matent mon cul quand je me retourne, horrible. Donc à partir de là, j'ai joué avec un énorme t-shirt qui m'allait là, et c'était vraiment genre, comment j'allais être sur physique pour qu'on m'écoute et pas qu'on me mate. C'était des trucs comme ça. Et puis il y a aussi, évidemment, des professionnels. Quand j'ai commencé, c'était il y a longtemps, c'était il y a 10 ans maintenant, quand j'ai commencé les stand-up. Après, j'étais à Marseille, donc c'est quand vraiment on a des chiens, parce que j'avais un plateau tous les mois. Ici, on joue 3 fois, 4 fois par semaine. C'est incroyable. Je crois que j'ai vécu 3 mois à Paris, c'était trop bien pour progresser, parce que je joue tous les soirs. Mais j'avais vraiment des professionnels, quand j'ai commencé, donc il y a 10 ans, qui disaient, une fille, de toute façon, elle va être soit belle, soit drôle. J'étais là, putain, enfin, I'm staring face. Oh non, mais regardez mon visage, je suis trop mignonne et je suis hilarante. Arrête de dire n'importe quoi. Mais c'était chiant, en fait, il y avait des espèces de préjugés comme ça. Des fois, je rentrais sur scène, j'avais une fille qui disait, j'entendais des gens du public, même des filles, qui disaient dans le public, une fille, je vais pas aimer, j'ai pas parlé, laisse-moi parler. Ouais, tu vas voir, ça va être très drôle. Bon, j'ai l'idée. Non, c'est pas vrai. Non, mais voilà, ça peut être... en fait, c'était dur parce qu'on partait avec un mauvais a priori il y a 10 ans. Et il y a eu un gros travail de représentation. Donc, il y a eu plein de femmes qui sont passées, qui ont montré le chemin, plein de femmes qui ont ouvert des barrières. Moi, je me rappelle, j'ai vu Tania Dutel, je l'avais trouvée incroyable. Je me disais, c'était trop bien, elle parle tellement librement de plein de choses. On peut aller dans... J'ai eu plein de gens comme de modèles dans les humoristes débutantes. Moi, je me rappelle Tania, je l'avais vue, j'avais rencontré. Elle était un peu plus avancée parce qu'elle était à Paris, mais tu vois, c'était genre un peu un modèle. Je lui ai jamais dit, mais Tania, je t'embrasse si je l'avais vue, mais voilà, c'était un peu modèle. Parce que moi, je venais de province, et donc j'avais pas beaucoup d'expérience de scène dans les pattes. Et je l'avais vue, je me disais, trop cool. En plus, elle était adorable, elle m'avait invitée sur son plateau au Paname. Parce qu'elle avait un plateau de filles, et parce que les filles étaient regroupées dans un plateau de filles marketé pour les filles, parce que les filles elles sont nulles, et quand on passait sur les plateaux mixtes, c'était là, les filles vous passez en Ligue des Champions. Non, putain,
Donc c'était trop pénible. Bon bref, c'était une période... Ouais. Et depuis, il y a eu un travail quand même, il y a eu des représentations et ça va mieux. Et même les filles, parfois, on peut avoir un petit avantage parce qu'il y a un peu un truc de discrimination positive. C'est pour et contre, c'est cool et pas cool parce que du coup, des fois, on a des opportunités qu'on n'aurait pas eues ou par rapport à un collègue au même niveau, un collègue masculin, on va être choisi parce qu'il faut une fille ou il faut 2 filles sur ce plateau. Mais ça, on le voit de toute façon dans les plateaux télé ou quoi, même quand il y a. Je pense que tu vois ce dont je parle. Certains vendredis soirs où tu vois plein d'humoristes, etc., sur certains plateaux, bah, tu as toujours la fille. Voilà. Ou soit la fille noire et ensuite la fille blanche. Voilà. Et donc voilà, il nous faut la fille. Et donc, parfois, on peut, nous, en tant qu'humoristes et individuellement, bénéficier d'une opportunité. On sait que yes, mais c'est parce qu'en fait, ils nous ont ignorés pendant tellement de temps que heureusement que là, on a un avantage. C'est peut-être... Il y en a qui disent c'est pas juste, tu vois, souvent les hommes qui sont au même niveau disent c'est pas juste, je suis jamais choisie, toi t'as déjà fait plein de trucs par rapport à moi, machin, machin. Mais heureusement, des fois il faut contrebalancer parce que c'était injuste pendant si longtemps que laisse-moi avoir un petit bout de gâteau, Jean-Michel ne va pas tout manger pendant 20 ans, quoi. Donc ouais, il y a ce truc-là. Après, le truc qui est chiant, c'est que parfois on va te faire sentir que t'es là parce que t'es la fille. Du coup, des fois... il y a un truc de légitimité, on était là, bon, il y a la fille, on a été obligé de la prendre, etc. Donc, c'était dur pour toi? Non. Ah non, moi je prenais l'opportunité. Et en plus, moi en plus je mettais une pression pour performer, il fallait que je sois efficace, aussi efficace que les hommes. Et donc ça c'est chiant, c'est le côté aussi où tu te mettais une pression pour plus performer, etc. Et en plus, je me dis, c'est important d'entendre le discours des filles parce que du coup, les gars, vous n'êtes pas au courant, comme les meufs, elles sont drôles, quoi. On est drôles, mais vous n'êtes pas au courant, c'est dans votre dos. On fait des blagues de bâtardos, vous n'êtes pas au courant, c'est dans votre dos. Parce qu'en fait, on attend peu le discours des femmes sur la place publique. Moi, quand j'ai fait les blagues sur les couilles des garçons, où je fais comme ça, je fais les bons, ils ressemblent comme ça, les couilles des garçons, et dis-nous, ça colle. Les gens sont hilars. Franchement, j'ai jamais bidé sur cette blague. J'ai jamais bidé sur cette blague-là. C'est une blague que je fais depuis des années avec mes copines. Donc vraiment, tu vois, en fait, c'est juste que le discours et l'humour des femmes n'a pas été assez entendu et il faut habituer l'oreille à entendre et à se mettre dans les escarpins, vous allez dire dans les chaussures, mais dans les escarpins des femmes pour comprendre leur humour et comprendre en fait, c'est juste que c'est aussi un truc de... On nous trouve pas drôle, c'est que on n'a pas l'habitude de nous entendre sur la place publique. On n'a pas l'habitude de nous entendre. Donc, quand on nous entend, des fois, au début, on est là, bah, de quoi elle parle? Pourquoi elle parle de... Ah, pourquoi elle nous parle de périnée et tout ça? Oh, Burk, tu vois. Et en fait, si, en fait, écoutez-nous, écoutez notre vécu, et vous allez voir, on va encore rire de nouveaux trucs. Parce que, tu vois, des fois, les blagues des garçons, c'est souvent les mêmes. Enfin, souvent, on retrouve les mêmes ouais, c'est souvent les mêmes mécanismes en bas de la ceinture ou autre. Voilà, après, ça tend un petit peu à changer. Oui, bien sûr. Il y en a de plus en plus qui essayent de que... s'éduquer. Mais bon, après, tu apprends que c'est souvent des agresseurs aussi. Donc, c'est compliqué, mais ouais, c'est... Mais du coup, ouais, moi, je prends la place qu'il y a à prendre parce que c'est trop important d'avoir de la représentation et d'entendre nos voix, même si c'est on te fait, même si parfois on peut te faire sentir que genre t'as volé ta place, mais non, j'ai pas volé ma place parce que je vais performer, vous allez m'entendre, vous allez rigoler à mes blagues, je vais être un modèle pour d'autres meufs qui vont arriver derrière. Totalement. Donc voilà. Ouais. Et justement, toi, qu'est-ce que tu en penses de ta génération de stand-upeuses? Donc moi, je pense, tu me dis si tu es d'accord, par exemple, Inès Reg, Fadjili Camara ou sinon Mamari. Trouves-tu qu'on a enfin assez de femmes racisées qui racontent leur propre réalité dans les milieux de l'humour français? Ou est-ce qu'il y a encore une longue marche à faire? Moi, je trouve qu'il y a vraiment plein de meufs hilarantes qu'on ne voit pas et qu'on voit et qu'on ne voit pas, qu'on ne médiatise pas assez et qu'on devrait voir, quoi. Moi, T'as des noms? Oui, bien sûr, j'ai des noms. Bah, il y avait, par exemple, j'ai vu une nana qui s'appelle Rokaya. Il y a Lala, qui est une humoriste noire. Il y a Alicia Setou, qui est une humoriste militante. Elle fait des blagues tellement drôles et tellement... sur les hommes, juste en humoriste racisé, hein. Oui. Ouais, il y a une meuf que j'avais fait, il y a Ngo, Natacha Gomez, et c'est des gens qu'on ne voit pas, mais que moi je vois, même des humoristes noirs. Putain, si vous pouvez voir Julien Sabas, le mec me fait hurler de rire, vraiment.
En tout cas, je pense qu'on n'hésitera pas à aller checker Ouais, la je suis liste que trop- tu nous as donnée parce franchement, qu'on en a besoin aussi. Même tout à l'heure, je vais regarder mon téléphone parce qu'il y a des gens. En plus, il y a des meufs que je vois juste en comédie club. En plus, parce que je connais pas assez les humoristes parce que je suis pas à Paris, j'habite pas à Paris, donc Oui. je vais pas aller dans les comédie clubs et je vois pas assez le travail des autres filles. Mais D'accord. dès que je vois une autre fille, dès que je vois des meufs noires, mais elles sont à crever de rire. Et elles sont très drôles. Habit deux fois, allez voir Habit deux fois, putain, elle est hilarante, elle a un franc-parler, elle a un truc de représentation que je trouve génial. Et cette petite, je trouve qu'on la voit pas assez. Je trouve qu'elle la voit pas assez. J'en parlais à Walidia qui l'avait capté Ouais. aussi, qui l'a vu une fois en plateau. Il m'a dit, mais cette meuf, elle est trop marrante. Et on en parlait. Et je dis, mais pourquoi on la voit nulle part? Pourtant, elle est là, elle fait des vidéos sur les réseaux, elle est tout le temps en train de faire de la promo, elle fait des trucs sur des médias et tout. Mais, ben, tu sais, Ouais. elle va pas être invitée sur les trucs. Ouais, c'est ce que tu disais justement un Ouais. petit peu tout à l'heure. Et justement, les réseaux sociaux. Oui. Parce que toi, je sais que tu postes pas mal Bah oui, oui. dessus. Oui. C'est vraiment le moyen, en tout cas, de faire ta com. Bah plein oui, de oui, choses. parce qu'en fait, vu que je suis pas invitée, je sais pas pourquoi. Je suis obligée de créer mon média, sur les gros médias, je suis obligée de créer mon gros média et faire mon auto-promo. Donc vraiment, les réseaux, moi c'est venu après, les gens me connaissent d'abord des réseaux, et moi c'est vraiment venu après la scène. J'ai commencé la scène, je me suis dit, il faut remplir ma salle, j'ai distribué quelques flyers, je me suis dit peut-être que je vais être invitée dans des émissions. Bon, rien, il s'avère que rien. Donc j'ai commencé à faire des vidéos et les vidéos ça a pris, ça a explosé, etc. Ça Et là cartonne. j'ai vu des gens qui sont dans ma salle, etc. Donc c'est vraiment un moyen de faire entendre ma voix, de faire entendre ce que j'ai à dire. Et puis moi aussi, j'ai tellement de blagues, j'ai envie de parler tellement de sujets que si je parlais de tous mes sujets dont j'ai envie de parler, le spectacle ferait 7 heures et ce serait pas très marrant tout le temps. Mais voilà, au moins les réseaux sociaux c'est un moyen pour moi de m'exprimer et de faire mon autopromo. Donc voilà, une pierre deux coups et de rencontrer mon public en fait, de rencontrer des gens. En plus maintenant avec les algorithmes, tu peux vraiment rencontrer plein de monde d'un coup. Donc c'est vraiment trop cool. Juste parfois c'est dur parce que moi je sais par exemple pendant l'année dernière, genre j'ai fait aucune vidéo sur l'actu parce qu'après les législatives Ouais. où il y a eu le RN qui était vraiment où tu dis ouais il y a 10 millions de Français ou 12 millions de Français qui ont voté RN, etc. Où en fait il y en a qui disent oui c'est parce que on veut c'est pas contre les immigrés tout, puis toi t'es pas immigré, t'es noir. On sait très bien que si le RN arrive au pouvoir, ça va nous changer notre vie, que les policiers vont... Enfin, on sait très bien que nous, ça a impacté notre vie. Et ça veut juste dire, enfin pour moi, je le prenais comme... Ah donc vous foutez en fait de ce qu'on va vivre quoi. Moi j'étais là, tout le monde s'en fout, donc ok, donc super quoi. Donc j'étais vraiment en mode vexée et terrorisée en fait en me disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en France Moi je suis de la génération France 98, et la jeunesse emmerde le Front National, Ouais. etc. Voilà, Black Blamber, c'est... Ce slogan est très problématique, Ouais. mais moi c'était ce truc là, c'était ça pour moi, et du coup de me retrouver dans un truc où j'étais obligée de faire des vidéos genre s'il vous plaît votez pas RN parce qu'après ma vie va devenir un enfer, Ouais. et celle de mes enfants aussi parce qu'ils ont l'air quand même racisés, etc. Donc c'était horrible, et donc vraiment j'ai fait une pause des réseaux sociaux un peu l'année dernière où j'ai des vidéos mais tu sais pas vraiment les vidéos que j'aime bien, je parlais pas trop d'actu, je parlais pas trop du dernier truc je parlais pas trop de féminisme, enfin vraiment l'année dernière j'ai fait une petite pause sur ces sujets là et Ça t'a fait du bien? Ou c'était une ouais, période c'était juste pour me protéger un peu parce que je trouvais ça un peu dur. Vraiment, j'étais pendant les législatives, j'ai fait vraiment des vidéos, etc. Et après, j'ai arrêté parce que je trouvais ça dur. L'actu était déprimante et tout ça, donc j'ai arrêté. Et après, là, c'est bon, ça va mieux, j'ai digéré. Ok, bah Après, parfait. il y a les élections 2027, il faut se préparer. Ah, ça va être dur, faut avoir les reins solides, franchement. Non, et du coup, non, je retourne à mes premiers amours, les vidéos d'actu, avec toujours un angle anti-racisme, féminisme, etc. etc. Donc, ouais. Et puis ça rencontre du monde, du public, du coup c'est cool, je suis contente. Tu as aussi sorti plus récemment un livre qui s'intitule Comment gagner un débat féministe. Oui. J'aimerais savoir si tu te souviens de la première fois où tu as vécu du sexisme Oui. et surtout où tu t'es toi sentie féministe. Ça a été venu, je me rappelle très bien, parce qu'en fait la culture malgache est matriarcale. Donc moi, chez moi, c'était ma mère, le pourvoyeur d'argent. C'était ma mère qui avait le gros poste, qui partait en réunion, qui revenait à 20h en disant désolé, il y avait une réunion importante. Ma mère était la directrice du service informatique du CHU de Grenoble, donc elle était gros poste. Et c'était mon père qui venait nous chercher à l'école, qui nous faisait faire les devoirs. Les papas, calmez-vous sur les devoirs. Vraiment, petite parenthèse. Si on comprend pas, c'est pas la peine de crier, ok ?
et qui nous faisait à manger et Ouais. ma mère venait et donc vraiment c'était et moi j'ai eu que des modèles de femmes fortes dans mes tatas, tu vois, mes tatas Madagascar, elles étaient ministres, elles étaient ambassadrices, vraiment elles avaient des gros postes et toujours avec un mari qui les aidait, qui était soutien. Et en fait le rôle qui était traditionnellement féminin en France, c'était le rôle des hommes et je trouve ça génial du coup parce que moi j'ai une super relation avec mon père, etc. Donc et avec ma mère aussi qui était un modèle incroyable pour moi et donc, moi, du coup, naturellement, j'ai des prédispositions. Ma mère était ingénieure, mon père était ingénieur aussi. J'avais des prédispositions en maths, en physique. J'adorais ça, ne me jugez pas. Et du coup, je fais un première S, machin, etc. Ingénieur, enfin, prépa d'ingé et ingénieur. Et en plus, comme j'adorais tout ce qui était mécanique, la physique en fait, la physique, je suis allée dans l'option mécanique, qui correspond à la physique en fait. Mais voilà, ça s'appelait mécanique. Et en fait là-bas, donc je me dis putain, sont où les meufs? Je me retourne, il n'y a plus de meufs quoi. On était, je crois qu'un fille de 100, il y avait 10 filles. 10 filles, ouais. Okay. Et donc déjà là, je développe mon humour de répartie parce que tu te fous de tailler tout le temps. Et surtout, là il y a un prof qui arrive en cours, qui nous faisait, on avait un TP sur les moteurs de voiture, et donc on avait un moteur, on devait le démonter. Trop bien, c'était trop bien. J'avais l'impression de faire des Kinder Surprise, vraiment, parce que vraiment faire croire aux filles qu'elles sont pas capables de démonter des moteurs, arrêtez, c'est trop bien. On dirait vraiment, si vous aimez bien les Kinder, vous allez démonter des moteurs. C'est juste un peu salissant et c'est juste un peu plus lourd que les Kinder, mais vraiment vous allez y arriver. Et moi en plus, à chaque fois je disais, en mécanique, je disais, moi je vais faire ingénieur Kinder Surprise. Je disais vraiment ça, c'est trop marrant. J'avais adoré les trucs côté mécanique, de monter des trucs, etc. Il y a un prof qui arrive, il dit, les filles, vous savez comment ça marche un moteur? Donc là vraiment je lui ai dit, nique ta mère en fait. Et enfin non, j'ai pas dit ça parce que j'allais te coller. Mais je me dis, mais il a pété un câble. Déjà, les mecs savaient pas non plus aussi comment ça marchait. Mais lui direct, les filles. Oui, les filles. Et en plus, tu dois nous expliquer frérot, donc fais ton travail et on saura comment ça marche concrètement un moteur. Et en plus, si on savait un peu, j'avais pas révisé. Mais on savait un peu qu'on avait des cours là-dessus, sur les pistons et tout. On savait en vrai. J'avais pas révisé. Ça, c'était un peu le problème. Mais, genre, mais d'où elle vient cette remarque et tout, quoi. Et j'étais hyper vexée. Et en fait, à partir de là, j'ai senti, quand j'étais vraiment en génie mécanique, j'avais vraiment des fois des profs qui faisaient des remarques. Et après, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur mécanique dans une boîte. Et là, donc, non seulement t'arrives dans un milieu vachement d'hommes, je vais aller sur les centrales nucléaires, il y a des mecs qui venaient, qui me serraient la main en disant, moi je sers pas, une femme n'a rien à faire sur une centrale nucléaire. Le mec avait la moustache d'Astérix, donc j'étais là, frère, quand t'as la moustache qui rejoint les pattes comme ça, t'as l'air d'Astérix, tu as les idées d'Astérix, t'as pas le droit de parler normalement, t'as pas le droit de parler, t'as pas l'air d'avoir un avis en 2018. Et tu bosses avec des mecs qui ont 50 piges quoi, et qui voient une petite meuf noire venir sur les centrales, travailler avec eux, et parfois en plus j'étais leur supérieur parce que sur les centrales tu te débattes avec un exécutant, donc t'es là, là je pense que tu fais l'étude du résultat et tu dis je pense qu'il faut changer ça, et donc c'était quelqu'un qui faisait le truc, et c'était un mec qui était hyper vexé que ce soit une meuf qui a l'air d'avoir 16 ans en plus, qui a l'air d'avoir 16 ans, qui te fait ça, donc lui je pense que son ego faisait une femme n'a rien à... Et donc j'ai vu ces trucs là et donc tout de suite moi dès que j'ai eu les trucs féministes je comprenais pas quand j'avais des attaques racistes, je les faisais super tard, donc vers 17 ans, 18 ans, jusqu'à ce que ma vie active, donc 23 ans. Après j'étais humoriste, donc ça continue encore humoriste, donc les filles sont pas drôles, mais à partir de là je comprenais pas, je me disais mais ils ont pété un câble, vous connaissez ma mère, vous connaissez ma tata, enfin genre vraiment, je me suis dit mais pourquoi ils sous-estiment les femmes, pourquoi ils ont des idées comme ça sur les femmes, donc je comprenais pas, parce que j'ai pas du tout été élevée dans un truc où on te fait sentir que la femme est inférieure, que la femme doit aider son mari, que la femme doit être, nous c'était la femme doit être forte, elle doit gérer la maison, elle doit ramener de l'argent, c'était vraiment ce truc là, et je trouvais ça trop cool, ça te rend puissant quoi. Donc il y en a qui disent oui, les hommes on a la pression, la charge, ils appellent ça la charge monétaire, non, la charge fiscale. Ouais, quelque chose comme ça. Financière. Charge financière. Qu'est-ce qu'ils vont pas trouver? Parce que nous on avait des charges mentales. On avait commencé, d'accord? On avait commencé avec la charge mentale. Je sais pas trouver un autre truc. Ouais, vraiment, non, ouais. Et c'est vrai que ça peut mettre la pression sur les hommes, mais en vrai, moi j'ai envie de dire les filles,
ayez cette charge financière aussi. Pour vous, c'est tellement libérateur et en plus, tu te sens puissant. Soyez puissante, quoi. Soyez puissante. Et ça, c'est un truc que je dis dans mon nouveau spectacle. Je dis, tu vois, à la maison, avec mon mec, du coup, la première fois qu'on a mangé ensemble, vraiment, on s'est posé l'un à côté de l'autre en disant, c'est qui va s'occuper de la maison? Vraiment, c'était... Parce que j'avais pas l'intention, et lui non plus, et donc on s'est dit... Et au début, tu sens que les hommes, ils essayent, parce que le mec est italien, donc les hommes, ils veulent un peu, tu t'occupes un peu de la maison, tu fasses la vaisselle et tout. Et je dis, frère, s'il faut laisser la maison s'effondrer, on va laisser la maison s'effondrer. C'est vraiment pas mon délire de tout faire. Et donc on a fait 50-50, et là, c'est très bien équilibré, et c'est vraiment le secret d'un couple qui dure. C'est 20 ans que je suis avec lui, je l'aime de tout mon cœur, et tu sais, c'est pour moi, c'est ça qui fait que ça marche, quoi. Là, tu vois, hier, je fais la cigale, il a géré les enfants jusqu'au bout, je voyais qu'il était au fond du seau, parce que mes enfants étaient excités, ils ont fait n'importe quoi. Et moi, j'étais concentrée dans mon spectacle, et je savais que j'avais mon gars sûr, quoi, qui était là à côté, et que je peux compter sur lui. Je pars en tournée, il s'occupe des enfants, lui part en déplacement, je m'occupe des enfants, c'est une équipe, et il faut que ce soit ça, il ne faut pas qu'il y en a un qui se sente lésé, qui ne se sente pas accompli professionnellement, voilà. Donc... Pourquoi je parle de ça? Putain, j'ai dérivé. On est parti un peu loin, mais non, c'est hyper intéressant justement. Et c'était aussi, quand est-ce que tu t'es sentie féministe? Et ben voilà, c'était en fait hyper tard, parce que du coup, ma mère, et j'étais entre que des modèles de femmes puissantes, etc. Hyper tard en école d'ingé et après au travail. D'ailleurs, on le sait, hein, tous mes Renois qui regardent, on sait qu'au travail, c'est dur. Ouais, c'est pas facile. Le travail, la vie de bureau, aidez-nous, quoi. Nous faites pas qu'on a changé de coiffure, qu'on s'est fait tresser. Je t'ai pas reconnue, putain. Ou je te préférais comme ça. Ouais, je t'avais pas reconnue. On dirait Beyoncé. Moi j'avais une collègue, on dit Beyoncé, dès que je mettais des tresses, je dis, moi je lui dis, on dirait Mylène Farmer. J'arrêtais pas de trouver d'autres trucs. Ouais, c'est bien ça. C'est des petites techniques, je pense que chacun et chacune pourront choper, parce que par moments ça peut te foutre mal à l'aise. Non, en fait. mais oui, vraiment, pas si vous avez un collègue noir au travail, franchement, dites-lui vraiment comment ça va, et ça va. Genre, les gens sont pas. Parce que des fois, on a de la charge qu'on prend sur nous toute la journée, et à la fin de la journée, on est usé, quoi. Bah écoute, Elodie, on arrive à la fin de l'émission, et j'aimerais savoir, qui est-ce que tu aimerais voir sur Curl Talk? Qu'est-ce que j'aimerais voir sur Curl Talk? Déjà, toutes les humoristes que vous avez interrogés, que vous avez vu. Fatih Camara, par exemple, si vous arrivez à la voir. Cette meuf me fait hurler de rire. J'aimerais beaucoup reviens dans le stand-up. Fatih, reviens dans le stand-up, s'il te plaît. C'est vrai. Elle me fait crever de rire. Vraiment, je me rappelle, je l'avais vue une fois au Paname, sur un plateau, je l'ai croisée, et vraiment, elle montait sur scène, elle a fait 2-3 trucs, j'ai crié de rire, donc ça n'existe pas, normalement, on rit juste. J'ai crié de rire depuis les loges, ça a vraiment tout le monde, tout plus café. Qui a fait ce bordel? Ça me fait trop rire. Et non, Fadi Camara, toutes les filles que je t'ai dit tout à l'heure, Marie. Elle a l'air incroyable. Ouais, elle a l'air trop bien. J'aimerais beaucoup elle porte tout le temps son afro, je trouve ça trop cool. Ouais. Non, mais en tout cas, on n'hésitera pas, et si jamais elles sont intéressées, on les accueillera avec grand plaisir. Ça marche. C'est la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à toi, Elodie, d'avoir été parmi nous. Merci d'avoir été. N'hésitez pas à suivre Elodie, ses réseaux sociaux s'afficheront juste en bas. Et n'oubliez pas que dans Curl Talk, on parle cheveux, mais pas que. Je vous fais de gros bisous.